Alors, l'objectif ce matin, c'est de vous permettre d'y voir plus clair, de mieux comprendre ce qu'est le radon et de mieux appréhender ces risques, mais surtout aussi vous donner les clés pour évaluer, prévenir aussi les éventuels risques si vous êtes concerné sur vos lieux de travail ou même chez vous au niveau personnel à la maison. Alors, voilà, vous êtes beaucoup à vous connecter en ce moment. Donc, alors sachez que nous, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas puisqu'on est en mode webinaire et donc vos caméras sont coupées et vos micros aussi. En revanche, si vous souhaitez, on peut communiquer ensemble. En bas de votre écran, vous avez un module chat. Alors là, toutes les discussions, vos discussions sont visibles de tout le monde. Donc, tout ce que vous direz sur ce module chat sera visible de tout le monde. Voilà, ça vous permet d'échanger entre vous. En revanche, si vous avez des questions à nous poser en rapport avec le sujet du radon, auquel vous souhaiteriez éventuellement qu'on réponde ce matin, je vous incite à utiliser le module Q et R aussi en bas de votre écran. Donc là, nous seuls, les animateurs, on verra vos questions. Voilà, je vous laisse encore quelques instants. Voilà, vous commencez à nous dire bonjour. Alors, pour présenter ce webinaire ce matin, je serai accompagnée d'abord de Jérémy Serre, qui est ingénieur en prévention des risques professionnels à Santé au Travail 68. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et à ses côtés, nous aurons Mathieu Frépel, qui est également ingénieur en prévention des risques professionnels à Santé au Travail 68. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente, moi, je suis Mélanie Munch, responsable de la communication à Santé au Travail 68. Et avant de commencer, très rapidement, je souhaiterais vous dire quelques mots sur Santé au Travail 68. Peut-être que vous ne nous connaissez pas ou en tout cas pas bien. Nous sommes un service de prévention et de santé au travail inter-entreprise, un SPSTI. Vous nous connaissez plus communément sous l'appellation médecine du travail, la fameuse médecine du travail. Nous sommes une association de droit privé et à but non lucratif. Alors, d'où que vous veniez ce matin, hein, que vous soyez du Haut-Rhin ou d'ailleurs en France, vous avez un SPSTI proche de chez vous. Vous tapez hein, sur Google service de prévention et de santé au travail et vous trouverez vraiment le SPSTI qui vous concerne. Alors, sachez aussi que la réglementation impose à toutes les entreprises d'au moins un salarié d'adhérer à un SPSTI. Et nous, on se positionne vraiment comme un partenaire des entreprises et des salariés aussi. On aide les chefs d'entreprise et les salariés, d'une part à remplir leurs obligations légales, puisque c'est une obligation, mais aussi à prévenir au maximum et à assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Alors, dans le Haut-Rhin, on suit environ 125 000 salariés. On est un acteur majeur hein, dans la santé et la sécurité au travail, ce qui représente environ 11 000 adhérents, 11 000 entreprises, dont la majorité a moins de 9 salariés, donc plutôt des petites entreprises. Et on est ici 120 collaborateurs à vous aider voilà, dans ces missions-là, des médecins du travail, des infirmiers, des assistantes et une équipe pluridisciplinaire avec des psychologues, des ergonomes, des ingénieurs, etc. Alors, sur le Haut-Rhin, vous nous trouverez un petit peu partout sur le territoire. On a plusieurs centres à Colmar, à Mulhouse, à Kirch, Cernay, voilà, essentiellement sur la région mulhousienne. Voilà pour une présentation très brève. Alors, sachez que si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et évidemment à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, pour suivre notre actualité en temps. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur le risque radon et je vais laisser la main et la parole à mes collègues. Alors, encore une fois, bonjour à tous. On va commencer la discussion sur le radon à proprement parler. Euh, voilà, j'ai pris la main sur le diaporama, donc sur la problématique du radon en milieu professionnel. Alors, le sommaire de la présentation, une première partie, ça sera sur l'identification du radon. Qu'est-ce que c'est?
Ensuite, on parlera des effets du radon sur la santé. Et enfin, en troisième partie, ça sera définir quelle situation nécessite une évaluation de l'exposition au radon par mesurage. Quatrièmement, comment réaliser ce mesurage, les moyens de prévention qu'on pourrait mettre en place. Et puis, pour terminer, une partie de questions-réponses si vous avez des questions sur la présentation. À la fin de chaque chapitre, on pourra éventuellement répondre aux questions si vous en avez posé sur le module questions-réponses pendant la présentation. Donc, la première partie, qu'est-ce que le radon et comment se forme-t-il? Donc, le radon, c'est un gaz rare qui est on le trouve dans la table périodique des éléments. C'est également un gaz radioactif qui est naturel, donc vraiment d'origine naturelle. Il existe depuis toujours. Il est omniprésent sur la planète et il est malheureusement, on va dire, inodore, incolore et insipide. Donc nos sens ne nous permettent pas de le détecter. Le radon provient en fait de l'uranium ou du thorium qui sont tous des éléments radioactifs et qui sont naturellement présents dans la croûte terrestre en concentration variable. Et donc, ces deux éléments, l'uranium et le thorium étant radioactifs, ils se décomposent et ils vont former des descendants, toute une chaîne de descendants là que vous voyez à l'écran. Le radon est un élément de la chaîne euh, de filiation du thorium et de l'uranium, et donc ils se forment tous naturellement en venant de la roche. Ils proviennent essentiellement des sous-sols qui sont granitiques. Donc, il y a des zones sur la planète qui sont plus riches en thorium ou en uranium, donc qui sont plus susceptibles de former du radon. Euh, Vous voyez à l'écran sur la partie droite, au niveau de la Bretagne, des concentrations en radon qui varient selon les mois, mais qui sont quand même relativement élevées, hein. On voit, ça peut monter jusqu'à 700 becquerels par mètre cube. On reparlera un peu plus tard de l'unité de mesure. Et par contre, dans une région, je ne sais plus ce que c'est la région en dessous, c'est la région parisienne, pardon, on voit que les concentrations, elles atteignent péniblement les 100 becquerels par mètre cube, quelle que soit la saison. Euh, Ensuite, tous les descendants du radon, tous les descendants du radon et du thorium sont radioactifs, donc ils émettent des particules radioactives ou du rayonnement radioactif, le rayonnement alpha. On parlera aussi un petit peu plus loin de ce que c'est ce rayonnement alpha. Donc le radon, il va être présent dans tous les milieux, que ce soit dans le sol, dans l'air ou dans l'eau. C'est ce que je vous ai dit auparavant, il est indétectable par les sens humains. Euh, et il n'a pas d'interaction chimique avec les autres éléments, donc il ne va pas y avoir de réaction chimique avec le radon. Et sa concentration, elle est exprimée en radioactivité par volume d'air, donc c'est ce qu'on appelle le becquerel par mètre cube. Pour information, en fait, un becquerel par mètre cube correspond à une particule alpha émise par seconde, donc une désintégration du radon. Il va changer d'identité, après je ne sais pas quel est suivant, peut-être le pont par exemple. Euh, Et il a deux origines. Ensuite, le radon, il peut être présent dans l'eau naturelle. Donc ça, c'est dans l'eau de surface, c'est un peu moins intuitif. Mais finalement, l'eau qui va traverser des roches, elle va pouvoir se charger en radon au fur et à mesure du temps que la roche va émettre du radon. Donc le radon se retrouve dans l'eau souterraine, qui elle-même va pouvoir après se déplacer et émettre du radon dans d'autres zones. C'est pour ça qu'on parle dans l'eau. Et le radon étant un gaz, on va le retrouver dans l'air. Euh, En France, les niveaux d'exposition au radon sont variables. Alors déjà, en air extérieur, souvent, c'est quelques dizaines de becquerels par mètre cube, ce qui est relativement faible. Par contre, en air intérieur, il peut y avoir une grande variabilité de la concentration au radon en fonction de plusieurs paramètres. Alors déjà, on en a parlé un petit peu avant, la nature du sous-sol géologique, la rythmicité des saisons ou le rythme jour-nuit, hein, donc c'est ça le terme nictéméral.
Le mode de vie peut aussi avoir une influence sur la concentration en radon dans l'air intérieur, notamment par rapport à l'aération et au chauffage. Et puis certains bâtiments peuvent avoir des caractéristiques particulières qui vont créer des points d'entrée du radon, des matériaux de construction qui sont plus ou moins perméables au radon, etc. Et les conditions météorologiques sont aussi une des causes de la variation de la concentration en radon dans le temps en un lieu donné. Suivant s'il y a beaucoup de soleil, de la pluie, etc., ça va modifier l'émission du radon à partir du sol. Donc on revoit donc dans le petit graphique en bas à gauche la variation mensuelle de la concentration en radon dans le Massif central. On voit que c'est vraiment différent en fonction des saisons. Et donc sur la carte de France à droite, on voit les zones rouges qui sont celles à potentiel radon élevé. Donc essentiellement, on a le Massif central, la Bretagne, la Corse, une petite partie du Massif alpin et le Massif vosgien. Le reste du territoire est nettement moins concerné par les problématiques radon a priori. Donc, on a fini la première partie. Qu'est-ce que le radon? Je ne sais pas si je me tourne vers mon collègue, savoir si on a des questions. Oui, Donc, tu coupes ton micro. ok. Oui, donc Mathieu va vous répondre à quelques questions que vous avez posées au cours Alors, de. alors, il y avait une question d'un participant qui avait été posée par Internet, enfin par un formulaire lors de l'inscription, qui demandait si une photocopieuse dégageait du radon. Alors, tu y as répondu, Jérémy, lors de la présentation, mais on va quand même repréciser. Alors, l'imprimante en soi, non, va pas dégager du radon, puisqu'on va montrer que tu as montré que c'était un gaz qui remontait de la croûte terrestre. Alors l'imprimante va pouvoir dégager d'autres choses en fonction de sa technologie, peut-être des poussières d'encre ou de l'ozone, mais en tout cas non, l'imprimante en soi ne va pas dégager de radon. Voilà, mais je te repasse la main pour la suite de la présentation. Donc maintenant, nous allons aborder la partie des risques pour la santé liés au radon. Donc, un petit rappel avec un petit schéma. Donc, dans la croûte terrestre, nous avons l'uranium ou du thorium qui vont se transformer par des réactions nucléaires en différents éléments. Tous ces éléments sont solides, sauf le radon, qui est le seul élément de la chaîne de filiation qui est gazeux. Et le radon a une durée de vie qui va être, alors ça dépend de sa forme, il y a deux formes entre une minute ou une heure selon la forme, et donc ça va lui laisser le temps de sortir de la roche et d'aller éventuellement dans l'intérieur de nos bâtiments. Et une fois qu'il est rentré dans les bâtiments, qu'il est sorti, il va pouvoir être inhalé. Donc le radium va être inhalé et, et vu qu'il émet des rayonnements radioactifs, ça peut être un problème. Mais c'est pas lui qui pose le plus grand problème, c'est va être ses descendants qui, eux, sont solides. Donc ces descendants, ils peuvent se fixer sur les particules microscopiques qui se trouvent dans l'air intérieur, hein, des poussières, des micro-gouttelettes d'eau, et qui vont être respirées. Et ces éléments, eux, solides, vont rester dans l'organisme, et ce qui peut entraîner des problématiques au niveau du poumon. Donc, c'est ces éléments qu'on aura respirés, qui sont, alors on peut voir, il y a du bismuth, du plomb, notamment, du polonium. Ils vont rester à l'intérieur des poumons. On va les inhaler, mais ils vont pas ressortir ce qu'on exhale. Au contraire du radon. Lui, quand on respire, on inspire, il rentre dans les poumons, on expire, il ressort. Le radon lui-même n'est pas un vrai problème sur la santé, c'est ses descendants qui sont un problème. Et ces descendants donc vont se déposer dans les alvéoles bronchopulmonaires. Et ces descendants, comme je vous l'ai dit précédemment, émettent des particules alpha, qui sont des particules radioactives, qui vont pouvoir irradier les cellules. Donc on revoit le schéma du radon qui rentre dans les poumons, mais qui peut ressortir, et les descendants, donc le polonium, le plomb et le bismuth, qui vont être nocifs, et eux vont rester, une fois inhalés, à l'intérieur des alvéoles pulmonaires. Alors le mécanisme, on va reparler là un petit peu du mécanisme de l'émission des ondes, enfin des rayonnements radioactifs et des effets sur les cellules.
Donc, en bas à gauche, on voit un noyau qui est stable, donc qui ne met finalement pas d'onde, pas de rayonnement. Et à droite, on a un noyau qui est instable, donc radioactif, qui peut émettre soit du rayonnement alpha, bêta, gamma, ou les trois composés. Donc, pour la différence des trois types de rayonnement, le rayonnement alpha, en fait, il a assez peu d'énergie et il peut être arrêté par une feuille de papier. Une simple feuille de papier permet d'arrêter le rayonnement alpha et de s'en protéger. Le rayonnement bêta, lui, il est un petit peu plus, on va dire, puissant. Et lui, pour l'arrêter, il faut une feuille d'aluminium de quelques millimètres. Voilà, ça permet d'arrêter le rayonnement bêta. Et le rayonnement gamma, lui, pour le réduire seulement de 30%, il faut, par exemple, 30 centimètres de béton. Voilà, une barrière de 30 centimètres de béton pour réduire de 30% le rayonnement gamma. Donc, nous, ce qui nous intéresse là dans la chaîne de filiation du radon, c'est le rayonnement alpha, qui est le principal rayon qui est émis par le radon et ses éléments. Une fois que cet élément sera dans les poumons, finalement, il n'y a aucune barrière entre l'élément et les cellules pulmonaires. Donc, le rayonnement alpha va atteindre des cellules pulmonaires. Ensuite, ce qu'on peut voir sur la partie de droite, c'est l'effet d'un rayonnement alpha, ou enfin, d'un rayonnement radioactif qui arrive sur une cellule. Donc, une cellule normale, c'est la première ligne du haut, elle va proliférer de façon normale pour remplacer les cellules qui meurent naturellement. Par contre, la cellule qui aura suivi le rayonnement, elle va être lésée et là, il peut se passer plusieurs choses. Soit l'organisme arrive à réparer et on retombe dans le schéma supérieur, donc c'est une cellule normale qui va vivre normalement. Soit la réparation fonctionne mal ou est totalement absente. À ce moment-là, soit la cellule meurt, à la limite, c'est pas la partie la plus grave, ou alors la cellule va se mettre à proliférer de manière anormale. C'est ce qui est un cancer en fait, c'est la cellule qui arrête pas de se multiplier, qui grossit, et ça va nous créer des cancers. Et les rayonnements radioactifs vont pouvoir entraîner ces problématiques sur les cellules. Donc uniquement a priori les cellules du poumon, parce qu'une fois qu'elles auront atteint une cellule du pulmonaire, elles vont être arrêtées. Le rayonnement va pas aller plus loin. Et donc on sait actuellement que l'exposition au radon ou à ses descendants, c'est déjà la première source d'exposition naturelle au rayonnement ionisant. Et c'est la deuxième cause de cancer du poumon derrière le tabac, mais avant l'amiante. Donc le radon est responsable de plus de cancers du poumon que l'amiante. En France, on estime à peu près 3000 décès par an liés au cancer du poumon qui sont attribuables au radon. Après, pour l'instant, il n'y a pas de consensus, mais il y a des suspicions sur d'autres effets, alors des leucémies infantiles, peut-être des cancers de la peau, des pathologies du système digestif, qui pourraient peut-être être attribuées au radon, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore assez d'éléments pour être sûr que ce soit bien ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le radon est la deuxième cause de cancer du poumon derrière le tabac en France. Et en parlant de tabac, s'il y a du radon et du tabac, on augmente encore un peu plus le risque de cancer du poumon. Bon, on voit dans le tableau là, si par exemple on est exposé à 100 becquerels par mètre cube de radon, qui est une dose tout à fait acceptable, des non-fumeurs auraient un risque absolu de cancer du poumon de 0,5%. Des fumeurs dans la même situation auraient un risque de 12%. Donc il y a vraiment une synergie radon-tabac sur le cancer du poumon. Donc, on arrive à la fin de cette partie des effets sur la santé. Donc, je passe la main à mon collègue Mathieu qui va répondre à quelques-unes de vos questions, je crois. Oui, Jérémy, donc on avait eu une question lors de l'inscription. Moi, tu as répondu, il y a deux diapos, mais je vais repréciser la réponse quand même. Quelqu'un qui demandait quel type de cancer le radon pouvait entraîner. Donc, c'est bien, tu l'as dit, il y a deux diapos, c'était bien cancer du poumon. Et une autre personne, alors c'est pas vraiment une question, mais qui précise que la demi-vie du radon est de enfin on va dire 4 jours, on va arrondir à 4 jours. Alors oui, c'est pour ça que mon collègue Jérémy disait que c'est pas forcément le radon en soi qui pose le plus de problèmes, parce qu'il va rester 4 jours avant de se transformer en ses descendants. En ses descendants.
Et donc, c'est vraiment, comme le disait Jérémy, c'est les descendants comme le plomb, le bismuth et le polonium qui ont des demi-vies de l'ordre de 22 ans qui posent problème, plutôt que le radon, effectivement, qui a une demi-vie de 4 jours seulement. Voilà, je te repasse la main pour la suite de la présentation. Euh, donc maintenant, connaissant tous ces effets du radon, l'idée c'est comment faire pour évaluer le risque radon dans son entreprise. Donc la première chose à faire, c'est donc une évaluation du risque par une analyse documentaire. Donc il y a une obligation hein, de procéder à une évaluation des risques radon dans les lieux de travail pour les locaux en sous-sol, pour les locaux en rez-de-chaussée des bâtiments et pour certains lieux de travail spécifiques. Des lieux de travail spécifiques, ça va être des cavités souterraines, des ouvrages enterrés comme des tunnels, ou, je sais pas, des parties de barrages, des égouts, etc. Donc il faut évaluer au moins pour ces lieux de travail. Et donc les étapes de l'analyse documentaire, on va commencer. La première étape, c'est par identifier l'importance de la source de radon. Donc la source de radon, c'est-à-dire quelle est la nature du sous-sol sur lequel est construite l'entreprise ou les locaux de travail. Et donc pour ça, on peut utiliser une carte qui a été publiée par l'IRSN qui permet de connaître le potentiel radon de sa commune. Donc, je vais tenter d'ouvrir le lien. Normalement, vous voyez apparaître la carte à l'écran. Donc, on voit ici la carte de France et il reste plus qu'à rentrer le nom de la commune pour laquelle vous voulez connaître le potentiel radon. Donc là, je prends voilà, Masevaux, Niederbrück dans le Haut-Rhin. Et donc, on voit que le niveau de Maslow de Niederbrück est potentiel de catégorie 3, donc c'est le niveau le plus élevé qui a été défini. Il y a 3 niveaux. Catégorie 1, donc c'est tout ce qui est en jaune, donc potentiel radon faible. Niveau 2, c'est ce qui est assuré jaune et orange, potentiel radon de catégorie 2, moyenne, on va dire. Et enfin, ce qui est en orange, c'est potentiel élevé. Donc, c'est la source pour permettre de connaître le, le potentiel radon de sa commune. Donc, on revient à la présentation. Première étape, on a identifié la source si on est sur une commune de catégorie 1, 2 ou 3. Catégorie 3 étant la commune avec le potentiel radon le plus élevé. Deuxième étape, maintenant qu'on connaît la catégorie de notre commune, on va vérifier pour les communes de catégorie 1 et 2 l'absence de locaux de travail spécifiques pour l'accumulation du radon. Donc, un local de travail spécifique pour l'accumulation du radon, c'est par exemple des locaux techniques, des chaufferies, des buanderies, des salles d'archives, des salles particulières où qui vont être soit finalement il y a du passage d'eau important, soit de la chaleur, ou éventuellement un manque d'aération. Donc, ou des locaux qui nécessitent un confinement. Donc, on risque d'accumuler le radon dans ces pièces-là. Il peut y avoir aussi des passages de gaines techniques dans ces pièces qui permettraient au radon de passer, de rentrer dans ces pièces s'il y a un sol en terre battue, absence de ventilation. Et pour les locaux situés sur des communes de catégorie 2, il faut en plus vérifier l'absence de facteurs aggravants. Un facteur aggravant, c'est un facteur du sous-sol en fait. Hein. C'est si il y a une cavité, il y a une faille particulière sur une commune de catégorie 2 sur laquelle est construite le bâtiment. Là, ça va être euh, quelque chose, un facteur aggravant. Donc, il va falloir faire un petit peu plus d'analyse pour vérifier s'il y a un risque radon ou pas. Donc, on commence par l'analyse documentaire. En fonction de l'analyse documentaire, un mesurage du radon va être nécessaire dans plusieurs cas, donc les 3 cas. Commune de catégorie 3, un mesurage est nécessaire finalement pour tous les locaux qui vont être en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Voilà, sauf si vous avez déjà d'autres éléments qui vous permettent de dire que vous n'êtes pas dans une zone où il y a un risque. Il y a déjà eu des mesurages antérieurs. Le bâtiment a un label spécifique de protection contre les radons. Mais sinon, pour les
locaux en rez-de-chaussée et en sous-sol de catégorie 3, un mesurage est nécessaire pour évaluer le risque. Pour les communes de catégorie 2, là, le mesurage est nécessaire s'il y a des facteurs aggravants qui ont été identifiés sous les locaux et ou s'il y a des locaux de travail spécifiques comme on en a parlé auparavant. Enfin, pour les communes de catégorie 1, il n'y a a priori pas de mesure à faire, sauf si on a détecté une présence de locaux spécifiques pour l'accumulation du radon. Voilà. Pour tous les autres cas, le risque radon est considéré comme faible, donc on ne fait pas de mesurage. Euh, le petit tableau ici vous permet de comprendre un peu mieux comment ont été catégorisées les communes, donc dans les niveaux 1, 2 ou 3. Donc le niveau 1, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la surface de la commune, la teneur en uranium des roches dans tout le sous-sol de la commune est faible et qu'il n'y a a priori euh, pas de formation géologique particulière à risque radon sur le sous-sol de la commune. Pour les communes de niveau 2, donc il y a au moins en partie sur la surface de la commune des particularités géologiques qui peuvent influencer la formation du radon. Et enfin, le niveau 3, c'est donc déjà le sous-sol et a une teneur moyenne à élevée en, en uranium dans les roches. Donc à ce moment-là, on est de toute façon au niveau 3 si on a un sous-sol à teneur moyenne à élevée en uranium. Euh, on peut avoir d'autres sources d'informations pour connaître l'état du sous-sol, les niveaux de risque radon et autres hein, qu'on trouve sur Internet. Alors il y a le portail GeoRisque qui est pas mal aussi. Je ne vous l'ai pas montré auparavant, mais il permet d'avoir toutes les informations sur les risques, radon y compris, les risques s'il y a des particularités du sous-sol, le risque d'affaissement de terrain, etc. C'est aussi intéressant. Et là, on peut rentrer carrément l'adresse du local. On va un peu plus précisément que le site de l'IRSN. L'historique du terrain ou du bâtiment, bien sûr, est une source d'information pour faire l'évaluation documentaire. L'information sur ce qui s'est passé autour, dans les bâtiments autour, peut être une information importante. Les caractéristiques de la ventilation. S'il n'y a pas du tout de ventilation, forcément, le niveau de risque va être plus élevé. Je vous l'ai dit également précédemment, les caractéristiques du bâtiment avec certains labels, certaines certifications qui peuvent exister et des résultats de mesurage qui auraient été déjà réalisés parce que la réglementation imposait déjà depuis un certain temps des mesurages pour les établissements recevant du public. On revient un petit peu sur les lieux de travail spécifiques. Donc, c'est pas la même chose que les locaux, hein, locaux spécifiques pour le radon. Donc, les lieux de travail spécifiques. Donc, il y a un arrêté qui définit ce que sont ces lieux. Et l'analyse, elle va être basée pour ce locaux principalement sur la ventilation, s'il existe une ventilation ou pas dans ces locaux et si elle est suffisante. Donc, tous les lieux concernés sont ceux que vous voyez, hein, les cavités souterraines, des ouvrages d'art semi-enterrés, des galeries ou ateliers techniques, des endroits où il y a des résurgences d'eau souterraines. On peut trouver ça un peu dans toutes les activités finalement, mais activités agricoles, touristiques, thermalisme. Nous arrivons à la fin de de la troisième partie, comment évaluer le risque par la voie documentaire. Et donc là, de nouveau, je vais laisser la parole à mon collègue, soit pour répondre aux questions ou pour passer à l'étape suivante de la présentation. Alors oui, on avait une question de quelqu'un qui demande si effectivement, sur sa situation propre, il est en catégorie 3, juste au-dessus de la nappe, et il demande si le risque est élevé pour son entreprise. Alors en zone 3, il faut savoir qu'on a 40% des habitations des entreprises euh, qui dépassent un niveau d'exposition de 100 becquerels par mètre cube et 10% qui dépassent la valeur seuil de 300 becquerels par mètre cube. Donc oui, en zone 3, le risque est élevé. Après, pour savoir ce qui se passe spécifiquement dans vos locaux, va falloir faire de la mesure, on va en parler. Et une autre question, donc qui avait rien à voir avec ta partie, mais qui concerne quand même tout le monde, c'est quelqu'un qui demandait si le replay sera, enfin la présentation sera disponible.
Oui, donc elle sera disponible sur notre site internet. Elle sera téléchargeable et vous pourrez également voir le replay. Prendre la main en ma partie. Un instant. Ouais, c'est bon. Donc on va voir effectivement, je vais reprendre la suite de mon collègue Jérémy et on va voir comment évaluer l'exposition au radon par mesurage. Alors dans le cadre de l'évaluation du risque radon, l'employeur peut lui-même procéder à un automesurage ou faire appel à un prestataire de service autre. Dans tous les cas, que le mesurage soit fait par l'employeur ou par un prestataire, on va utiliser un appareil qui s'appelle un détecteur solide de traces nucléaires, abrégé DSTN. Ces DSTN, vous pouvez les acheter auprès de fournisseurs accrédités. Ceux-ci sont au nombre de trois à ce jour en France. Vous avez la société Algad, la société Pearl et la société Radonova. Et généralement, ils sont disponibles à un coût assez modeste de l'ordre d'une vingtaine d'euros. Les modalités de mesure sont communiquées par le fournisseur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, on va mettre un détecteur solide de traces nucléaires par niveau. Donc, c'est généralement sous-sol, entresol et rez-de-chaussée. On met généralement un détecteur solide de traces nucléaires pour 200 mètres carrés de surface et on va mettre un détecteur solide de traces nucléaires pour des locaux par pièce qui est occupé plus de 4 heures par jour. On mesure de préférence pendant la période froide, qui est définie de octobre à avril, et on va laisser ces détecteurs euh, en place pendant 2 mois avant de les récupérer et de les envoyer à la société qui nous les a fournis pour analyse. En fonction des résultats des mesurages, si les mesurages donnent un résultat inférieur à la valeur seuil de 300 becquerels par mètre cube, on va considérer que le niveau de risque est faible et il n'y a pas d'action particulière à planifier. Dans le cas où la valeur seuil de 300 becquerels par mètre cube est dépassée, mais la valeur de 1000 becquerels par mètre cube n'est pas dépassée, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle des actions simples, qu'on va détailler par la suite de la présentation. Et on va aussi s'assurer, par des nouveaux mesurages, une fois qu'on aura mis ces actions simples en œuvre, que le niveau d'exposition au radon a diminué. On va vérifier l'efficacité de ces actions. Troisième cas, si la valeur de 1000 becquerels par mètre cube est dépassée, là, il va être nécessaire de mettre en œuvre des actions plus complexes qu'on va détailler par la suite. Donc, on va voir ces mesures, ces moyens de prévention. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bâtiment, il y a beaucoup de voies d'entrée du radon dans les locaux. Premièrement, on peut avoir un sol en terre battue. Donc là, il va rentrer, le radon va pouvoir pénétrer plus facilement dans le bâtiment que quand vous avez une dalle. Vous pouvez avoir des fissures dans la dalle, dans les murs enterrés. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau des joints entre les parois. Vous pouvez avoir des passages de canalisation. Et vous pouvez avoir vos murs, vos sols qui sont poreux. Tout ça, ça constitue des voies d'entrée dans les bâtiments. Comme vous le voyez sur ce schéma, on va être plutôt concerné dans les sous-sols, mais ce qu'il faut quand même tenir compte, c'est que le radon, comme c'est un gaz, eh ben, il va pouvoir remonter facilement aussi au rez-de-chaussée, voire dans les étages, par les cases d'escalier, par les canalisations, par les différentes fissures ou joints poreux qu'on peut avoir dans notre bâtiment. Alors, les mesures simples, donc c'est celles qu'on va mettre en œuvre quand on a dépassé la valeur seuil de 300 becquerels par mètre cube, mais quand on est inférieur à 1000 becquerels par mètre cube. Il va s'agir principalement de mesures d'aération. On va s'assurer de renouveler l'air, soit par aération régulière,
On va vérifier l'efficacité de la ventilation existante et au besoin, on peut augmenter les moyens d'amélioration naturelle, voire mettre en œuvre des moyens d'aération du type VMC pour si l'aération naturelle n'est pas suffisante. On peut également mettre en œuvre des mesures d'étanchéité, puisqu'on a montré que le radon, bah, il va remonter par les canalisations, euh, les sols en terre battue, les porosités au niveau des joints ou des murs ou des dalles. Donc, eh ben, euh, une mesure simple peut consister à bah, déjà étancher ces différentes fissures au niveau des planchers, des murs ou des passages de canalisation. Ces mesures simples peuvent permettre de réduire, dans de nombreux cas, le niveau d'exposition au radon. Dans le cas où on dépasse 1000 becquerels par mètre cube, malheureusement, ces mesures simples ne vont pas être suffisantes et on va devoir mettre en œuvre ce qu'on appelle des mesures conséquentes. La première des choses, il va falloir faire appel à un professionnel compétent pour mettre en œuvre un diagnostic technique du bâtiment qui va permettre d'identifier les causes précises de remontée du radon dans le bâtiment et qui va permettre également de préciser quelles sont les mesures, les solutions techniques les plus adaptées. Ce qu'il va falloir faire également, ça va être informer les travailleurs concernant l'exposition au risque radon et mettre en place une organisation du travail qui vise à réduire la fréquence et la durée de l'exposition au radon euh, de, de nos travailleurs dans l'attente des travaux de réduction de l'exposition. Hein, par exemple, si vous avez quelqu'un qui travaille dans un sous-sol 8 heures par jour, eh ben, peut-être qu'on va essayer de le faire travailler que 4 heures par jour en attendant, voire moins, si on peut. Les mesures conséquentes seront être des mesures d'étanchéité du bâtiment, mais un petit peu plus complexes que juste aller boucher les trous et les fissures, ça va consister en du traitement au niveau des interfaces sol-bâtiment, voire dans certains cas, il va être nécessaire de mettre en dépression le soubassement et mettre en œuvre des systèmes de dépressurisation des sous-sols. Comme on peut l'imaginer, c'est des systèmes très complexes et qui peuvent vite être assez coûteux à mettre en œuvre. Alors, dans le cas où donc on a vu que quand vous faites un premier mesurage, donc en fonction du niveau que vous dépassez, si vous dépassez 300 ou si vous dépassez 1000 becquerels par mètre cube, il y a certaines mesures à mettre en œuvre, soit les mesures simples, soit les mesures conséquentes. Quand vous avez mis en œuvre ces mesures, il va falloir vérifier leur efficacité. Et donc, on va mettre en place un deuxième mesurage. Si ce deuxième mesurage, vous dépassez toujours la valeur seuil de 300 becquerels par mètre cube, il va falloir faire trois choses. Communiquer les résultats à l'IRSN et euh, ensuite, il va falloir mesurer la dose efficace reçue par vos salariés. Si cette dose efficace est inférieure à 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, on va mettre en place une surveillance radiologique d'ambiance et si cette dose efficace reçue par les salariés est supérieure à 1 millisievert, on va délimiter une zone radon et on va passer sur la surveillance radiologique des travailleurs. Qui dit zone radon dit dispositif renforcé. Euh, donc là, c'est quand on a défini une zone radon, donc on est à une dose efficace reçue de plus de 6 millisieverts par an. Là, on a des mesures importantes à mettre en œuvre, comme désigner un conseiller en radioprotection, mettre en place une signalisation de toutes les zones dans lesquelles on va dépasser ces 6 millisieverts. Les salariés qui vont entrer dans ces zones vont devoir être autorisés par l'employeur. Les salariés vont devoir être informés sur les risques. On va mettre en œuvre des vérifications initiales et périodiques de l'exposition. Et il va falloir mettre en œuvre des mesures de prévention complémentaires ou des mesures organisationnelles. Pour résumer, concernant la démarche d'évaluation des risques radon, mon collègue Jérémy vous avez parlé que en première approche, on va faire une évaluation des risques qui va consister principalement en une analyse documentaire.
Et dans certains cas, on peut mettre en œuvre un mesurage du radon à l'aide de détecteurs solides de traces nucléaires. Donc, si les résultats montrent qu'on est à un niveau inférieur à 300 becquerels par mètre cube, on va mettre fin à la démarche puisqu'on va être inférieur à la valeur seuil. On va quand même s'assurer que les niveaux d'exposition ne changent pas. Par exemple, on pourra avoir une modification des lieux ou des conditions de travail. Si on dépasse la valeur seuil de 300 becquerels par mètre cube, il va falloir mettre en œuvre des actions de réduction du risque radon et il va falloir vérifier leur efficacité. On va faire un deuxième mesurage pour vérifier leur efficacité. Si on dépasse les 300 becquerels par mètre cube suite à ce deuxième mesurage, il va falloir transmettre les résultats à l'Institut de sûreté nucléaire et il va falloir faire une évaluation dosimétrique de la dose reçue par les salariés. Si cette dose est inférieure à 6 millisieverts par an, on met en place une surveillance radiologique d'ambiance. Et si cette dose est supérieure à 6 millisieverts par an, on définit une zone radon et on met en œuvre le dispositif renforcé pour la protection des travailleurs, qui passe notamment par la mise en place d'un conseiller en radioprotection. Voilà pour la présentation, on arrive à la fin et donc je me tourne vers mon collègue Jérémy pour les éventuelles questions qui sont survenues. Alors, il y a un des participants qui nous fait remarquer que la notion de temps de présence n'existe pas dans le Code du travail. Effectivement, c'est pas dans le Code du travail, mais par contre, un des prestataires agréés, donc, par exemple Radonova, c'est une de ses recommandations pour le mesurage, de le faire dans les pièces qui sont occupées au moins 4 heures par jour. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas dans la zone de travail. Après, enfin, il nous fait remarquer plusieurs choses. Apparemment, il y a des petits points qui auraient évolué sur la réglementation des zones radon. Bon, là, du coup, euh, je peux pas lui répondre parce que pour l'instant, nous, c'est les infos qu'on a. Évidemment vérifier ça et puis on vous communiquera s'il y a il y a eu des mises à jour, on vous communiquera les évolutions. Donc, normalement, on a récupéré vos adresses mail hein, quand vous êtes inscrit. À part ça, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions, si ce n'est, il y en a une question qui nous avait été donnée lors de l'inscription pour une entreprise qui aurait mis en place, fait un premier mesurage qui serait supérieur à 300 becquerels par mètre cube, des travaux pour essayer d'améliorer la situation et un nouveau mesurage montre toujours une exposition, en tout cas une concentration en radon supérieure à 300 becquerels par mètre cube. Normalement, la réponse avait été faite lors de la communication, mais ce que dit la réglementation, c'est qu'en cas de si en dépit des mesures de réduction mises en œuvre par l'employeur, la concentration dépasse toujours les 300. Donc là, il faudrait communiquer les résultats à l'IRSN, identifier éventuellement une zone radon s'il y avait une dose efficace supérieure à 6 millisieverts par an, et mettre en place une surveillance radiologique d'ambiance dans les locaux concernés. C'est ce que moi j'ai comme information. Après, il y a un, un petit détail qui dit c'est en cas de dépassement. Alors, j'ai plus le terme exactement, mais de dépassement régulier, en tout cas qui persévère, qui perdure. Donc, est-ce que on peut faire on a mis en place des mesures de prévention, elles sont pas suffisantes, on en remet, est-ce qu'on peut dire qu'on refait un tour dans la bouche, on va dire, et on refait un test avant de lancer la procédure d'information de l'IRSN, etc. Là, j'ai pas vraiment la réponse à ça. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais s'il est noté hein, qu'il faut informer l'IRSN si on n'arrive pas à mettre en place des mesures qui sont suffisantes pour s'assurer de descendre en dessous des 300 becquerels par mètre. Euh,
Alors, une autre question qui vient juste d'arriver. Est-ce que la médecine du travail dispose d'affiches à ce sujet? Alors là, d'affiches précisément non, mais il y a des choses qui sont en cours d'élaboration, plutôt sous forme de, c'est des plaquettes, je pense, une communication qui est prévue, mais elle n'est pas encore tout à fait disponible. Ça va venir. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui Oui, arrivent. si je complète juste du coup le propos. Effectivement, il y a une fiche ou une plaquette là qui est en cours d'élaboration et je propose éventuellement que lorsqu'elle est finalisée, dans les prochains jours, hein, c'est une question de jours, qu'on l'envoie à toutes les personnes qui sont été inscrites au webinaire. Comme ça, elles auront le support en complément du webinaire. Et Voilà. si je peux, Mélanie, il y avait une question aussi qui avait été posée lors de l'inscription, quelqu'un qui demandait comment on calcule la dose efficace reçue par le salarié. Alors, vous trouverez la réponse dans le guide pratique, la circulaire de la Direction générale du travail. Par contre, on peut dire, c'est effectivement, c'est le calcul de dose. En fait, c'est la concentration en radon fois le nombre d'heures d'exposition qui est défini à 2000 heures par an, fois un coefficient de dose. Donc, vous trouvez les détails dans la circulaire radon. Et surtout, pour nos adhérents, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra vous conseiller par rapport à ce calcul de dose. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Une personne demande s'il y a un texte de loi qui impose la mesure dans les entreprises en catégorie 3. Eh ben oui, en fait, c'est tout l'objet de la présentation, hein. Alors, il s'agit de l'analyse documentaire. On sait qu'on est sur une commune de catégorie 3. Est-ce qu'on va avoir des locaux en sous-sol ou en rez-de-chaussée à ce moment-là? Oui, il faut faire une évaluation par le mesurage ou l'automesurage. Alors là, j'ai pas la référence du texte sous les yeux, mais on pourra vous la transmettre par la suite, hein. Donc la réponse est oui, il y a un texte de loi qui impose des mesures. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas pour le moment. Je crois que c'était très complet et puis au niveau du temps, on est parfait. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. En tout cas, est-ce qu'on pourrait peut-être juste dire un mot aussi très rapide sur l'aide de ce que Santé au Travail 68 peut apporter aux personnes concernées, aux personnes qui souhaiteraient un accompagnement sur ce risque radon? Alors déjà pour les adhérents Santé au Travail 68, on a déjà entamé des actions pour nos adhérents qui sont sur des zones de catégorie 3. Mhm. Ils ont normalement tous reçu un mailing il y a quelques semaines les invitant à répondre à un questionnaire en ligne. On a déjà commencé à aider certains adhérents qui ont Mhm. répondu pour faire cette évaluation du risque radon et notamment les aider pour aller jusqu'au mesurage. Pour l'ensemble de nos adhérents, on avait aussi fait un message d'information par mailing à peu près en même temps pour que tous soient informés en tout cas de ce risque radon et qu'ils puissent commencer à regarder s'ils pouvaient évaluer et s'ils n'y arrivent pas, bah, après bien sûr, ils peuvent nous contacter et puis nous, on pourra les accompagner dans l'évaluation du risque pour leur risque radon dans leur entreprise. Parfait. Merci beaucoup. Et puis pour les aider aussi, oui, on organise ce type d'événement, ce webinaire que vous pourrez voir en replay et aussi partager. Voilà, c'est aussi une manière de vous informer et de vous accompagner. Voilà. Euh, oui, Non, enfin, je reviens à la question précédente par rapport au texte réglementaire. Donc, il y a notre participant qui nous parle du décret sorti en mai 2024 et c'est celui-là, donc l'arrêté du 15 mai en fait, hein, du 15 mai 2024, qui définit en fait les éléments à prendre en compte pour faire l'évaluation du risque radon, les mesurages, etc. Tout est dans cet arrêté du 15 mai 2024. parfait.
Ok, ben, nous espérons que vous y verrez plus clair dès maintenant là, sur ce risque radon suite aux informations qui viennent de vous être communiquées. En tout cas, sachez que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur notre site internet assez rapidement, certainement d'ici cet après-midi ou demain matin. Vous trouverez le replay et aussi le support de présentation voilà, qui a servi au webinaire de ce matin. Vous pourrez également le télécharger pour le regarder tranquillement chez vous. Voilà. Et une dernière chose, vous recevrez à la fin de ce webinaire, une fois que ça aura coupé, un petit questionnaire avec deux, trois questions voilà, sur votre perception du webinaire. Donc voilà, on sera très intéressé de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis éventuellement, si vous avez des questions, on peut encore les poser à ce moment-là. Voilà. Bah, il me reste à remercier Mathieu et Jérémy pour vos interventions, vos riches interventions et votre présence. Merci beaucoup. Merci à toi et puis bonne journée. Merci à Voilà. Et tous et bonne puis, journée. tout à fait. Ben, excellente journée à tous. Et puis, merci de votre présence et de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire sur le sujet du radon. Excellente journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.